Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyonnes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandra. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Jalifet-Verne. Vous êtes avocat et également président de la délégation femmes chefs d'entreprise Lyon-Rhône. Absolument. Donc vous avez plein d'engagements au cœur de la cité, donc ça va être très chouette de pouvoir échanger avec vous parce que vous savez, vous connaissez le principe de cette émission. Nous, on s'intéresse à la place des femmes dans le débat public et on essaye de recevoir différents profils de femmes engagées de différentes manières. Mais alors Emmanuel, avant toute chose, dire qu'on est accueilli évidemment dans les magnifiques locaux de l'Intercontinental à Lyon. Somptueux. Somptueux, on est dans l'académie, on a beaucoup de chance, on est dans un petit bijou. Mais Emmanuel, première question de l'émission, est-ce que justement vous vous sentez être une femme engagée? Et ça veut dire quoi pour vous cette notion d'engagement? Alors je suis une femme engagée, ça c'est une conviction première. J'espère que je suis reconnue comme telle, non pas seulement auprès des femmes, mais également auprès des hommes. Je suis engagée depuis très jeune. En fait, c'est l'histoire d'une vie, c'est peut-être un caractère aussi. Actuellement, je suis engagée en tant que présidente de la délégation femmes chefs d'entreprise, mais j'ai d'autres engagements parce que notre association favorise finalement l'investissement par des mandats et je suis également élue de la CCI. Je suis administratrice de la CCI Lyon-Roanne Saint-Étienne. D'accord. Voilà. Donc, et alors, il se concrétise comment cet engagement pour vous? C'est quoi? C'est le fait de prendre des mandats, d'être dans différents champs d'action de la cité, ou il se traduit par votre personnalité? Il se traduit comment cet engagement dans votre vie quotidienne? Alors, dans la vie quotidienne, j'essaie de cumuler et l'activité professionnelle et l'activité extra-professionnelle. L'engagement en tant que FCE, il est simple. Quand on adhère à notre association, c'est pas pour prendre des mandats. C'est-à-dire qu'au départ, on se retrouve toutes en qualité de dirigeantes pour briser l'isolement. Parce que c'est vrai que quand on est investi dans notre structure professionnelle, peu importe le domaine d'activité, on est en général le capitaine du navire et on ne va pas forcément partager les difficultés avec les salariés ou des amis. Donc, ça nous permet, dans le cadre de notre association, de nous retrouver entre pairs, parce que peu important les domaines d'activité, certaines problématiques sont communes. Donc ça, c'est le premier temps d'échange. Et puis, de parfaire nos connaissances, de se former, d'affiner des compétences. Donc ça, c'est un point d'importance. Et puis, c'est vrai que le vœu de la fondatrice de l'association, Marie-Yvonne Foinan, c'était que nous nous investissions dans la vie civile en prenant, entre guillemets, des mandats. Ça veut dire participer en tant que juge consulaire, avoir des mandats administrateurs de CCI et autres. Voilà. Ça veut dire quoi cette notion de mandat? Parce que tout le monde n'est pas familier avec ça et il y a beaucoup de femmes qui ont de la distance, elles ne comprennent pas forcément ce que c'est. Ça veut dire quoi très concrètement? Ça veut dire qu'on va taper à la porte d'organisations? Alors, il y a des organisations, donc on va les citer, le MEDEF, la CPME, qui nous informent que des mandats finalement sont susceptibles d'être libérés parce que pour X et Y raison, on a ces informations-là, on les communique à nos adhérentes et puis après, elles font le choix d'adhérer à ces organisations professionnelles pour avoir ces mandats-là. Mais c'est vrai qu'on en passe par ces organisations. Mais ça, ce sont ces types de mandats-là, mais il y a d'autres mandats qui sont susceptibles d'exister dans des syndicats professionnels et autres. Voilà. Et à votre sens, pourquoi c'est important que les femmes, elles s'engagent, elles s'investissent dans ce type de mandat? Parce que c'est prendre sur son temps personnel ou professionnel pour aller dans... Alors, suivant le temps n'est pas du tout le même suivant le type de mandat. D'accord. C'est-à-dire qu'un mandat de conseiller prud'homal, si on est très clair, va prendre énormément de temps pour la bonne et simple raison qu'il y a le temps d'audience. Et puis après, quand les conseillers prud'homaux ont entendu les dossiers, il faut nécessairement délibérer, rédiger des décisions. Donc voilà, ça, ce sont des mandats qui sont susceptibles de prendre un peu de temps. D'autres occupent le temps d'assemblée générale ou de conseil d'administration. Enfin, voilà, c'est très variable d'un mandat à un autre. Voilà. C'est pour ça que quand on est susceptible de s'intéresser à un type de mandat, on regarde en amont quelle est la capacité que l'on est susceptible d'y consacrer. Et alors, les journées ne faisant que 24 heures, Emmanuel, comment vous faites pour faire tout ça? Parce que
le métier d'avocat, enfin, vous êtes Très avocat prenant. spécialisé Oui, en oui. droit des affaires et droit social, si j'ai Absolument. bien compris. Donc, j'imagine que c'est assez prenant Full-time comme job. activité. Voilà. Et donc, comment vous faites? Vous avez en plus une vie de famille, donc vous arrivez à faire tout ça? Eh bien, C'est quoi le secret? déjà, primo, je ne suis pas seule. Donc, Ouais. pour ce qui concerne mon travail, heureusement, j'ai une équipe. C'est vrai que le métier d'avocat est très prenant. C'est une relation intuitu-personnée. Il y a une vraie relation de confiance avec le client. Et moi, c'est vrai que je considère que quand le client a une problématique, il doit pouvoir me joindre immédiatement. D'accord. Et c'est vrai que les clients se disciplinent d'eux-mêmes. Ils vont pas me solliciter à n'importe quelle heure du jour de la nuit ou le week-end. Mais en tout cas, je veux que mes clients sachent que je suis là s'il y a une difficulté. D'accord. Parce que voilà, ils ont besoin d'avoir rapidement une réponse à l'interrogation. Après, le contentieux, ça prend du temps de rédiger les dossiers, d'aller plaider, de se déplacer. Moi, je considère que je suis un petit VRP du droit, parce que je ne suis pas seulement à Lyon, je suis beaucoup en déplacement. Mais j'ai la chance d'avoir une belle équipe autour de moi. Donc ça, c'est un point d'importance. Et puis au sein des FCE, là encore, là je viens aujourd'hui en tant que présidente de la délégation, mais la délégation Lyon-Rhône, c'est 100 personnes. J'ai eu la chance d'avoir 2 vice-présidentes, 2 belles vice-présidentes, donc Nathalie Chaise et Isabelle Oreille-Chinard. Et puis j'ai un super bureau également. Donc au sein du bureau, nous sommes 9. Donc pour avoir une vraie réflexion sur les sujets qui vont être traités, évoqués avec notre association. Et puis on sollicite également tous les membres de notre délégation parce que dans la délégation, on a des vraies pépites. Ouais. Et je considère qu'à la faveur des événements qu'on est susceptible d'organiser, on peut les mettre en valeur. Donc non, on est très organisé. Ok. Très organisé pour faire tout ce que l'on a à faire. Ouais, Ça, parce que c'est le point d'importance. ça veut dire qu'on peut concilier sa vie de famille, sa vie personnelle, sa vie professionnelle et le fait d'être engagé, impliqué dans le débat public. Absolument. C'est pas réservé qu'à Mais un j'espère certain pas, niveau. surtout pas. Ok. Non, et moi je milite justement pour que les femmes s'investissent de plus en plus, c'est important. Il n'y a pas de raison, on est la moitié de l'humanité, donc il faut nécessairement qu'il y ait cette place-là qui soit investie. On ne peut pas seulement se cantonner à un exercice professionnel, peu important qu'il soit prenant ou pas, et se cantonner à l'activité familiale. Il faut également arriver à s'investir autrement. Alors vous êtes à la tête aujourd'hui d'un réseau féminin à Lyon. Est-ce que vous trouvez que les femmes sont suffisamment impliquées dans le débat public d'une manière générale? Alors, heureusement, les choses évoluent. Je dirais pas encore suffisamment à mon goût, mais à la faveur des actions donc, de réseaux féminins, d'associations comme la nôtre, d'associations également comme celle des Lyonnes, je pense que les femmes s'investissent. Alors nous, la particularité quand même d'FCE, et je pense qu'il est important de le mentionner à ce stade, c'est que nous, cette association qui a été créée après-guerre, qui est donc une vieille dame, nous sommes une association apolitique, non gouvernementale, donc on ne va pas prendre place dans le débat politique en tant que tel. Moi, après, peu m'importe finalement les opinions politiques de mes adhérentes. En revanche, ça nous donne une vraie liberté. Et ça nous donne la possibilité de rencontrer des personnalités politiques de tous bords et d'avoir des échanges constructifs, essentiellement sur les aspects économiques, financiers. Mais en tout cas, je sens qu'il y a une vraie écoute et il y a une vraie évolution des mentalités. On n'est pas encore arrivé, on n'a pas encore on a une marge de progression encore, mais on a une marge de progression, mais les choses évoluent dans le bon sens. Enfin, il a fallu un petit peu légiférer en son temps, mais j'espère que il va y avoir une vraie évolution des mentalités. En tout cas, il y a une écoute et je pense que on est conscient qu'il faut également prendre en considération les opinions émises par les femmes, parce que je trouve qu'on est très pragmatique. Oui, c'est ça. Alors, on va parler de votre parcours, mais d'abord, Emmanuelle, j'ai envie de vous demander, quand vous étiez petite fille, vous rêviez de faire quoi plus grande? Vous vouliez déjà être avocate? Alors, c'est venu très jeune, mais non. Ma première vocation, c'était être vétérinaire. D'accord.
voilà, prendre soin des animaux. Donc, je ne suis pas devenue vétérinaire, mais pour autant, nous avons une bonne ménagerie à la maison. 2 chats, un chien, un cheval, voilà. Il y a du monde, Oui, effectivement. oui, il y a du monde, donc je prends soin d'eux, j'aime m'en occuper. Après, j'ai voulu être comédienne. Ça, Ok, très bien. oui, j'ai toujours eu une passion pour le théâtre. Ok. Oui, oui. Et puis, finalement, eh bien, à la faveur de rencontres, d'échanges, eh bien, après a émergé, mais là, j'étais déjà au lycée, l'idée d'intégrer un métier du droit. Mais au départ, mon idée, c'était plus côté du parquet. J'envisageais l'ENM. Finalement, je n'ai jamais passé l'ENM. J'ai intégré, voilà. Donc, j'ai fait un parcours droit classique avant de présenter. Voilà. Fac de droit, non, je suis grenobloise d'origine. Si, grenobloise. Et je suis lyonnaise d'adoption. D'accord. Donc, j'adore ma ville d'adoption, je tiens à le préciser. Ah, c'est important. Mais c'est vrai que, non, Grenoble... oui, ça a été l'université. J'étais à l'université Pierre Mendès France et j'ai fait un parcours droit classique jusqu'au DE16 droit des affaires. Et puis après, j'ai décidé d'intégrer. J'ai fait une école de commerce, l'ESSEC, pour faire en compléter. Complément. Voilà, parce que c'est vrai que c'était la critique qui pouvait être faite il y a plus de 25 ans, mais à l'époque, l'enseignement universitaire restait très théorique. C'est ça. Et moi, j'avais besoin finalement d'intégrer une école de commerce parce qu'ils avaient vraiment déjà des relations importantes avec les entreprises et il y avait une vraie immersion des étudiants dans le monde entrepreneurial. D'accord. Et ça, c'est ce qui faisait défaut à l'époque aux facultés, hélas. Et donc, c'est comme ça que bien, je suis partie à Paris et j'ai eu tout mon début d'exercice professionnel parisien. J'ai intégré d'abord le barreau de Paris avant de venir à Lyon. Et alors, c'est quoi votre premier job ? Vous êtes recrutée comme avocate ? Ah oui, mon premier job, collaboratrice dans un cabinet donc de droit des affaires parisien. Avec qui j'ai toujours gardé d'excellentes relations. On est toujours encore aujourd'hui en contact 27 ans après. Ouais. Et donc après, j'ai quitté ça dure quelques années. Ouais, un peu moins de 10 ans. D'accord. Voilà, avant que je vienne au barreau de Lyon. Vous installez à Lyon. Oui. J'ai entre guillemets fait un choix de vie, décidé de quitter Paris pour revenir en région Rhône-Alpes. Donc c'était des choix professionnels et personnels. Et c'est vrai qu'on a décidé de s'installer à Lyon. Et donc là, vous faites quoi ? Vous choisissez de vous associer ? Qu'est-ce que vous ouvrez un cabinet ? Alors oui, j'avais décidé en venant à Lyon de m'installer. Donc nécessairement, comme je connaissais finalement personne à Lyon, ma famille n'était pas lyonnaise. Donc j'ai d'abord intégré un cabinet. Donc j'ai fait la connaissance de Vincent Durand et puis on s'est associés au bout d'une année. Notre petit cabinet a bien grandi, Active Avocat. Et puis après, j'ai décidé de recréer, il y a de ça 1 an, une nouvelle structure avec l'équipe qui travaillait avec moi. Donc toujours en droit des affaires, droit social ? Alors, au sein du cabinet Active Avocat, je m'occupais plus particulièrement du droit social. Et puis c'est vrai qu'en créant cette nouvelle entité, je retrouve mes premiers amours, notamment le droit des affaires. Mais je continue toujours à faire beaucoup de droit social, nécessairement. Alors, est-ce que c'est compliqué pour une femme de faire cette progression, de devenir associée ? Parce qu'on dit souvent que finalement, les femmes, quand elles passent le barreau, on est plutôt à 50-50, voire même peut-être une majorité de femmes. Et puis finalement, avec les premières années d'exercice, il y a beaucoup de femmes qui partent dans des fonctions plutôt salariées. C'est vrai, parce qu'en réalité, c'est ce que finalement peu de personnes ont connaissance de l'amplitude de travail pour un avocat. Il faut avoir à l'esprit qu'on n'est pas seulement allé plaider des dossiers, c'est-à-dire en amont, il y a un vrai travail de fond à fournir. Ce sont beaucoup d'heures qui sont consacrées. Voilà. Donc c'est un métier qui prend énormément d'heures et je pense que certaines le découvrent bien au début d'exercice de la profession. Et c'est vrai qu'au départ, quand on commence l'exercice professionnel, on intègre en qualité de collaborateur des cabinets.
parce qu'il y a un besoin de formation. Oui, c'est ça, bien sûr. Voilà, il faut... Oui, c'est un parce qu'il y a passage la obligé. formation qui a été théorique pendant tout le temps des études universitaires, et puis après, quand on intègre un cabinet, eh bien, il faut mettre en application toutes les connaissances théoriques. Donc nécessairement, après, les cabinets forment les jeunes recrues. Donc c'est vrai que les collaborateurs, ce sont ceux qui maîtrisent le mieux tous les bureaux du palais de justice, etc., parce que c'est ceux qui vont être amenés à faire plein de petites démarches et autres. C'est vrai qu'au départ, l'exercice n'est pas forcément très gratifiant. Moi, j'ai eu la chance, j'adorais plaider, ce qui fait que mon cabinet, le cabinet parisien que j'avais intégré, le cabinet Poirier-Schrimpf, m'avait tout de suite donné la possibilité de plaider de beaux dossiers. D'accord. Donc, j'étais le petit VRP du droit, j'allais plaider partout en France et j'adorais. Et alors, voilà, donc, et ce qui fait que quand on a cet exercice-là, qui prend beaucoup de temps, c'est vrai que si les jeunes collaboratrices veulent fonder des familles, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir cet exercice professionnel et pouvoir vraiment également bien s'occuper de la famille. Heureusement, il y a eu des évolutions en termes de durée des congés maternité qui se sont lissés et qui sont devenus équivalents à ceux dont pouvaient bénéficier les salariés classiques, parce qu'au départ, ce n'était pas ça, dans le cadre d'une collaboration, parce qu'on était souvent, il y avait un choix qui pouvait être fait, mais souvent les collaborations sont sur un mode d'exercice libéral. Ah oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, ça vous paraît plus conciliable d'avoir sa vie, de mener de front. Encore une fois, ça dépend des cabinets. D'accord. Ça dépend des cabinets. Moi, je sais que je considère que pour avoir un exercice professionnel épanoui, il faut avoir la possibilité d'avoir une vie personnelle à côté. Bien sûr. Voilà, c'est juste le respect des équipes. Et ça, c'est un point pour moi d'importance. C'est-à-dire que quand on a la chance de travailler en équipe, on a toujours la possibilité de s'organiser pour pallier une difficulté d'ordre personnel. Moi, je sais que si ma collaboratrice a un souci avec ses enfants, besoin d'aller consulter un pédiatre en urgence, bien évidemment, ça va primer, évidemment. Oui. Mais c'est peut-être plus sur la notion de la maternité, parce que souvent, on est obligé du coup de s'absenter un certain nombre de mois, évidemment. Généralement, quand on commence à faire le premier... C'est vrai qu'on est dans un domaine d'activité où rares sont les confrères qui ont des familles nombreuses. C'est-à-dire qu'on va avoir 1, 2, peut-être 3... rarement plus. Parce que sinon, ça sous-tend une vraie infrastructure, un vrai back-office pour pouvoir gérer. Ça veut dire que c'est conciliable quand même en termes d'avancée de carrière, aujourd'hui, de mener sa carrière d'avocat et de devenir associé. Oui. Après, tout dépend de l'appétence. Sincèrement, certaines ne vont pas avoir envie de s'investir, de se mettre à leur compte ou de s'investir en qualité d'associé dans un cabinet, parce qu'il y a le travail de fond qui doit être fait. Puis à côté, il y a toute la démarche à avoir pour entretenir la clientèle et puis en avoir de nouveau. Donc ça sous-tend effectivement une bonne amplitude. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez le sentiment d'être engagé depuis très longtemps dans votre parcours personnel. Ça veut dire très concrètement que vous avez l'impression qu'il y a des gens qui vous ont aidé à mettre les pieds à l'étrier, des hommes, des femmes, ou c'est vraiment vous qui avez poussé Alors, après, il y a peut-être des questions de personnalité, mais en réalité, il y a des rencontres qui vont jalonner un parcours qui peuvent être effectivement assez déterminantes. Que ce soit sur des domaines finalement d'intervention, parce que c'est vrai que moi, au départ, j'avais un parcours en droit des affaires. Quand j'étais plus jeune, je m'imaginais plutôt vivre à l'étranger qu'en France, mais finalement, je suis restée intramuros, en tout cas sur le territoire métropolitain. Donc, en fait, ce sont des affaires de rencontres, souvent. Donc, pour vous, il n'y a pas de sujet aujourd'hui de la place des femmes dans la profession d'avocat, etc. Aujourd'hui, c'est quand non, même parce qu'on est une profession qui se féminise. Voilà. Après, je considère, parce que moi maintenant j'ai une certaine maturité, va-t-on dire. Donc c'est vrai que c'est à nous, celles qui avons quelques années d'exercice, à permettre un exercice serein aux plus jeunes recrues. Oui, je trouve que c'est important, de nature, à éviter des départs. Parce que c'est vrai que
Moi, je trouve ça toujours dommage parce que quand on embrasse cette profession, c'est souvent une question de passion, hein. Enfin, Oui, bien voilà, sûr. moi, je sais que je suis heureuse du métier que j'exerce. Je n'ai pas envie de changer de métier. Pour autant, certaines contraintes professionnelles font que certaines sont contraintes d'abandonner pour intégrer des structures en qualité de juriste et autres. Et finalement, c'est un renoncement à cet exercice. Et je trouve que ce qui est très beau dans notre domaine d'activité, dans notre profession, c'est cette liberté qui nous est accordée. Oui, bien Voilà. sûr. C'est une liberté avec, hélas, certaines contraintes. Alors, l'une des particularités, vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est que vous aimez plaider. Mm. Mais finalement, on se demande toujours, quand on n'est pas avocat, est-ce que ça s'apprend, le fait de plaider, d'aller... Parce que là, clairement, c'est une prise de parole affirmée. Vous aimez le théâtre, vous aimez la... Mais est-ce que l'art oratoire, finalement, il est réservé à quelques types de personnalités ou est-ce que chacun peut progresser et Alors, parvenir à ça? il y a ceux qui ont la chance que ce soit inné, qui aiment prendre la parole, qui ne sont pas intimidés, qui ont tout de suite une certaine éloquence, une clarté de l'élocution, enfin, c'est important, qui arrivent à bien structurer leurs pensées, à ne pas se laisser déstabiliser par finalement des magistrats ou des L'environnement, voilà, conseillers c'est ça. qui peuvent être assez neutres quand ils entendent des plaidoiries. Euh, quand c'est pas inné, on a la possibilité, heureusement, d'être formé. Moi, je me souviens, à l'école de formation du barreau, à l'EFB à Paris, il y avait eu un atelier théâtre Ouais. pour justement permettre cet art oratoire. Et c'était des comédiens qui nous mettaient en situation et autres. Et ça avait été d'excellents moments. Après, voilà, on peut, à la faveur des années qui passent, de cette expérience qu'on acquiert, eh bien, certains se sentent plus en confiance et vraiment maîtrisent l'art oratoire un peu plus tard. Voilà. Emmanuel, quel conseil vous donneriez justement aux Lyonnes qui nous écoutent et qui aimeraient peut-être s'orienter sur la profession d'avocat? On dit souvent qu'il y a beaucoup d'avocats aujourd'hui. Est-ce que c'est une profession qui est saturée ou est-ce qu'il y a encore de l'espace? Et pourquoi les femmes doivent y aller, à votre sens? Alors, je dirais que c'est pas un métier qu'on embrasse par hasard. C'est-à-dire qu'il faut avoir le goût des autres, le goût d'accompagner. C'est-à-dire toujours avoir à l'esprit l'intérêt du client qui va primer. Et après, c'est vrai qu'on défend des dossiers. Moi, je dirais que ce qu'il faut, c'est avoir vraiment à l'esprit qu'il va falloir s'investir en termes de temps. Voilà, Oui, c'est important. Aimer le travail de fond des dossiers, des recherches, se plonger dans les études de la législation, de la jurisprudence. Voilà, donc voilà, il y a un travail intellectuel dense à fournir pour pouvoir finalement rédiger et puis après exprimer la chose. Ça, dans le cadre du contentieux. Après, dans le cadre du conseil, on ne plaide pas, mais pour autant, nécessairement, on est amené à défendre, à négocier, etc. Donc, la parole est d'importance, toujours. Mais alors justement, si on n'est pas très à l'aise avec ça, est-ce que c'est un frein? Non, c'est pas un frein. Là, j'ai à l'esprit, on en parle, mais un confrère qui avait donc une activité contentieuse, plaidante, et qui était bègue. Ah oui, ok. Voilà, eh bien, ce confrère bègue, alors je dois avouer qu'au départ, ça m'avait un petit peu déstabilisée quand je l'avais entendu, mais elle a réussi à surmonter ce qui est un vrai handicap pour exprimer la position de son client, etc. Et j'avais trouvé qu'elle était très courageuse et très combative. Voilà. Et alors, dernière question de l'émission, Emmanuel, si vous aviez une baguette magique, ou en tous les cas une feuille blanche, quelle décision, quelle mesure vous prendriez pour que les femmes, elles s'investissent plus, elles soient plus présentes dans le débat public? J'aurais pas une mesure en particulier à citer. Hein, donc, ce point de vue, c'est très... vous parlez d'une mesure. Ouais. Moi, déjà, je voudrais qu'il y ait une vraie évolution des mentalités des hommes, mais également des femmes. D'accord. Il faut que les femmes se fassent confiance, il faut qu'elles osent entrer dans le débat, et puis surtout qu'elles soient sûres qu'elles aient bien la capacité en termes de temps. Mais après, tout est une question d'organisation.
Sur une mesure en tant que telle, c'est vrai que dans les mesures pour lesquelles moi je milite activement, je milite pour qu'il y ait une baisse du coût du travail, parce que le poids des charges est d'importance. Ça peut vraiment grever certaines structures, et finalement certaines qui auraient besoin de recruter, finalement vont être un petit peu réticentes en voyant le coût véritable du travail. Donc ce n'est pas une mesure qui est dédiée plus particulièrement aux femmes, c'est vraiment une mesure mixte, mais qui me semble être d'importance sur un plan économique. Parce que ça, c'est un vrai sujet. Très bien. Emmanuelle, merci beaucoup d'avoir pris ce temps ce matin. Merci beaucoup, Alexandra. Avec les Lyonnes. J'espère que ce café vous aura plu. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Café des Lyonnes. Bonne semaine à tous.